Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Notez qu'un enfant meurt toutes les 10 minutes à Gaza. Mais avant cela, on fait un retour sur les célébrations relatives à la Toussaint, puisque le 1er novembre, les catholiques sont invités à honorer les saints connus et inconnus. Un hommage pour pousser à s'inspirer de ces êtres vénérables et cheminer vers la sainteté. Pour y parvenir, il faut grandir les cœurs et les remplir de douceur, de miséricorde et de fin de justice. L'ambition de Dieu pour nous, selon le père Paul-Antoine Bernard. Regardez. La fête de la Toussaint, je pense que ça nous rappelle profondément quel est notre avenir et surtout ce que Dieu veut pour nous. Dieu qui est saint, il veut que nous soyons saints comme lui. Et donc cela nous demande de nous préparer d'une certaine manière à cette sainteté-là, en sachant que beaucoup nous ont déjà précédés. Et ceux qui nous ont déjà précédés, avec eux aujourd'hui, nous fêtons cette joie du ciel, en tout cas la sainteté de Dieu. Et en fêtant ainsi la sainteté de Dieu, aussi nous aussi, il nous aide à nous préparer, il nous aide à cheminer aussi vers cette sainteté que Dieu veut pour tous ceux qui croient en lui, qui se donnent à lui. Voilà, donc c'est l'ambition, moi j'appelle ça l'ambition de Dieu pour nous et qui donne sens à notre vie sur cette terre-là et qui nous dit aussi quelle est notre espérance. Les actions préconisées sont ceux de l'évangile, il n'y a pas plus compliqué que ça. Je pense que l'évangile que nous avons entendu, c'était l'évangile des béatitudes, Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Et Jésus déclare heureux la manière d'être, d'accord, la manière d'être, comme j'ai dit pendant la célébration avec les chrétiens, notre manière d'être, la douceur, la miséricorde fondamentale, aussi savoir avoir faim, soif de la justice, par rapport à ce qui se passe dans le monde et dans nos familles aussi. Et puis, il y a des actes très concrets qui sont importants, qui permettent de se dire on est sur le chemin de la béatitude, à savoir lorsqu'on est artisan de paix. Voilà, on essaie de construire la paix, de ne pas créer des scandales, mais au contraire, quand il y a des scandales ou quand il y a des conflits, être de ceux qui savent, avec la douceur que l'on a, aussi l'intelligence que l'on a, le discernement qu'on a, permettre un chemin de paix, de réconciliation. Et puis, lorsque le Christ parle aussi on est insulté lorsqu'on le choisit lui. Lorsqu'on le choisit lui, c'est pas toujours évident. Il y en a qui ne croient pas en Dieu, qui n'aiment pas Dieu, qui défient Dieu. Et donc, forcément, il y a des chrétiens qui sont méprisés parce qu'en raison de leur foi. Jésus dit, quand on le choisit, on est insulté, méprisé à cause de lui. C'est aussi un chemin de bonheur. C'est dur à vivre, mais sachant ce que cela ouvre, voilà des chemins qui sont très clairs, en tout cas, que le Christ nous définit pour connaître le sentier. Chacun a son sentier. Et la grâce de Dieu fait que chacun découvre son sentier jour après jour. Et le 2 novembre, la communauté chrétienne se rend dans les cimetières pour honorer les défunts. À noter que le Covid a changé la donne avec des visites plus matinales que nocturnes maintenant. Mais malgré tout, la tradition perdure et se transmet de génération en génération. Le reste en images. Mon grand-mère, moi, là. Et il était quand même dans les petits, c'est ça? À part lui, il était quand même moi. C'était pas pour moi, parce qu'il était aveugle. C'était pas pour moi, il était quand même moi. Très bien. Et là, on pas dit papa, on pas dit maman, et nous avons continué. On a continué. Très bien. C'est bien. Alors, j'en ai plus que 60 ans, il est mort, hein. Et là, toujours, nous avons c'est moi, frère, nous avons venu, hein. Voilà. Depuis le Covid, on a constaté qu'il y a plus de monde le matin que le soir. Parce que logiquement, à cette heure-ci, pour un 2 de la Toussaint, le 2, on a beaucoup plus de monde. Mais là, effectivement, on constate que les gens viennent le matin, ça défile, mais on ressent pas l'engouement que les gens avaient avant.
aujourd'hui, avec l'ARS, on n'a pas le droit de mettre de l'eau. C'est du sable. Donc, avec la ville, on a mis à disposition des bacs de sable où les gens peuvent venir se procurer du sable pour éviter de mettre de l'eau par rapport aux moustiques. Donc, on est très vigilant sur ça. Donc, on a fait le nécessaire de façon à que tous les gens qui viennent ici puissent mettre du sable dans leur pot et trouver du sable, pas de l'eau. Je suis venue allumer des bougies pour ma grand-mère et mes tontons et aussi des cousins à moi qui ont été enterrés à Sainte-Anne. Mais du coup, je suis venue mettre à la croix pour eux parce que j'ai pas pu aller à Sainte-Anne. Ben oui, c'est pour les faire comprendre que même s'ils sont plus là, ils restent toujours dans nos cœurs. C'est quelque chose qu'il ne faut pas lâcher parce que même si on est plus grand, il ne faut pas oublier la personne. Même si la personne, tu ne l'as pas vraiment connue, ben, il faut toujours lui faire voir que tu es toujours dans son cœur, même si la personne n'est plus là, quoi. Je fais quand même la différence entre le premier qui est la fête des saints et le 2 qui est la fête des défunts. Donc voilà, donc effectivement, venir au cimetière, c'est un moment pour se recueillir, un moment pour avoir une pensée peut-être un peu plus approfondie. Et c'est vrai qu'on rencontre des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc effectivement, la tradition perdure, hein, visiblement. Voilà. Des défunts qu'on n'oubliera jamais. Et le département lance le réseau VIF pour violences intrafamiliales. En Guadeloupe, plus de 1000 enfants sont placés par cette collectivité. De nombreuses personnes sont victimes de sévices dans leur cercle proche. Plusieurs organismes travaillent sur la problématique, mais de manière isolée. Difficile d'avoir une perspective et une réelle vue d'ensemble sur la situation. C'est sans compter que les dernières études en local remontent à 2018. Le réseau servira donc à coordonner et piloter l'ensemble des acteurs, mesures et outils disponibles pour lutter contre ces violences intrafamiliales. Le reportage. Effectivement, c'est important que nous puissions lancer le réseau VIF, violence intrafamiliale, et puisque, vous savez, chaque partenaire agit de son côté, et ce réseau va permettre une coordination entre les acteurs judiciaires, les acteurs au niveau de la police, de la santé, au niveau social, au niveau culturel, et c'est d'autres ressources humaines que nous allons disposer, aussi d'autres ressources financières. Aujourd'hui, c'est le lancement du réseau et ce qui va donner lieu à tout un ensemble d'actions, un plan d'action, des opérations qui vont se faire. Et l'objectif, c'est de sensibiliser sur ce problème de violence intrafamiliale. Puisqu'il faut se dire, tout le monde est concerné. Il y a 2 ans, il y avait plus de 2000 cas au niveau de la Guadeloupe. Il faut rappeler que c'est 1000 enfants qui sont placés et souvent c'est la conséquence donc, de violences familiales. C'est 1000 enfants que le département place dans les différentes familles. Donc il est temps que nous puissions réagir et c'est pour cela que nous avons pris cette initiative. Il y a quelques mois, j'étais en Guadeloupe pour faire l'état des lieux, des dispositifs pour lutter contre les violences, toute forme de violence. Et le président Guy Losbar m'avait dit tout son engagement, sa détermination. Et aujourd'hui, je ne puis que voir sa mobilisation sur cette lutte contre les formes de violence en lançant le réseau VIF avec l'ensemble des acteurs, aussi bien institutionnels que les associations agréées justice, les associations de proximité. Pourquoi mettre en place ce réseau violence intrafamiliale? Justement, c'est pour mieux repérer, mieux se connaître, coordonner, animer, piloter l'ensemble des dispositifs pour agir efficacement, aussi bien dans le champ de la prévention, sensibilisation de nos enfants, c'est-à-dire de l'école jusqu'à l'âge adulte, mais aussi pour accompagner, mieux accompagner les victimes et bien sûr accompagner les auteurs pour qu'il n'y ait plus de récidive. Les problématiques sont tellement accrues, sont tellement prégnantes aujourd'hui qu'il faut vraiment une concertation de tous les acteurs des violences faites aux femmes, aux côtés des institutions, aux côtés de Madame la déléguée ministérielle, pour que nous puissions tenter de juguler le problème et d'agir sur les violences faites aux femmes, sur les violences intrafamiliales, pour que la société guadeloupéenne puisse avoir ses lettres de noblesse.
Et de retour sur le plateau, nous parlons maintenant d'un séminaire sur l'esclavage, impact sur notre santé mentale et le management local. Un séminaire qui est organisé par Pascal Arnaud, formateur en premier secours en santé mentale. Bonsoir Monsieur Arnaud. Bonsoir. Et parmi les intervenants justement à cette conférence, nous avons notre sociologue Raymond Otto. Bonsoir Raymond. Bonsoir. Tu vas bien? Je vais bien. Très bien. Et nous avons également le professeur Aimé Charles-Nicolas, qui est psychiatre émérite et co-auteur de l'ouvrage Impact de l'esclavage sur les populations. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va se tourner dans un premier temps vers Monsieur Arnaud pour avoir effectivement pourquoi vous organisez une conférence sur cette thématique très intéressante. Mais un peu épineuse. Un peu épineuse. Alors, en fait, cette idée vient d'un constat en faisant les formations en premier secours en santé mentale. J'ai constaté en fait que la culture intervient beaucoup sur la santé mentale et également au niveau du fonctionnement notamment dans les entreprises et les collectivités, et que les gens fonctionnent souvent par rapport à leur trauma. Donc l'idée a été tout simplement de créer ce séminaire pour que tout le monde puisse mieux comprendre comment on fonctionne par rapport à ces traumas et trouver déjà poser des mots sur les mots, j'aime bien cette expression, et entrevoir des solutions. Alors, des traumas, tout le monde en a, mais à savoir, est-ce que les sociétés post-esclavagistes sont plus traumatisées que les autres ? Alors, j'ai pas envie de rentrer sur de la comptabilité, très honnêtement. Déjà, je pense que l'essentiel, c'est déjà de s'occuper de nous, tout simplement. De se poser des questions sur ce qui nous concerne sans aller voir comment fonctionnent les traumas des autres, tout simplement. Voilà. Professeur. Je réponds. Non, parce que c'est une drôle de question. C'est vrai qu'on ne peut pas mesurer comme ça le nombre de traumatismes d'une société à l'autre. Cela dit, c'est vrai qu'il y a des sociétés très malades. Je veux dire, la société, par exemple, allemande, là, pendant la guerre, là, je veux dire, cette société nazie, où la population allemande était derrière Hitler. Pratiquement unanime. Donc, je veux dire, c'était quand même une société pathologique. Donc ça existe. Je veux dire, il y a des traumatismes comme ça qui peuvent persister. Et savoir si chez nous, comment on pourrait la qualifier? Oui, non, mais je pense en effet que c'est une bonne question parce que il y a, quand on arrive comme ça en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, il y a comme ça quelque chose qui rappelle tout de même l'esclavage. Même si on n'est pas connaisseur, même si on n'est pas historien de l'esclavage, on sent bien qu'il y a... Quand on va, par exemple, je sais pas moi, pour ceux qui sont allés dans le Mississippi, aux États-Unis, dans le Missouri, etc., dans ces États du Sud, l'odeur de l'esclavage est présente. Je veux dire, il y a un impact de l'esclavage sur la société, aujourd'hui encore. Et donc c'est sûr que dans les relations sociales, les relations entre les descendants d'esclavisés et les descendants d'esclavagistes, c'est sûr que, là, notamment aux États-Unis, il y a encore une tension qui est palpable. Parce qu'on vit dans une société française qui est très particulière, surtout avec son rapport à l'esclavage. On est plutôt dans une position de déni. Donc, est-ce que les deux parties, finalement, les descendants d'esclavagistes et les descendants de personnes réduites en esclavage, est-ce qu'elles ne sont pas toutes les deux traumatisées, mais de deux façons différentes? Oui, non, c'est sûr qu'elles sont en effet traumatisées. Elles ont chacune leur traumatisme. Il y en a une qui est traumatisée par son suprémacisme. Et donc, c'est sûr que c'est difficile de quitter une position supérieure, une position de domination. C'est sûr que c'est difficile de la quitter. Et puis, il y a ceux aussi qui ont été victimisés et qui sont effectivement dans une situation d'avoir à se réparer. Et donc, moi, ce qui me semble aussi clair, c'est qu'il y a aujourd'hui une conséquence de cet esclavage qui est forte, qui est évidente, qui est le racisme. Le racisme, c'est une conséquence directe de le racisme d'aujourd'hui. C'est une conséquence directe de l'esclavage. Et le racisme, on a le racisme en société, forcément le racisme en entreprise. Alors oui, en entreprise, effectivement, je parle sous le contrôle de Pascal Arnaud et
de notre ami sociologue, comme vous l'avez Otto. Et donc, non, je pense en effet qu'il y a dans le milieu du travail, effectivement, des traces de l'esclavage dans les relations, effectivement, entre chefs et subordonnés, entre directeurs et employés. Et donc, c'est vrai qu'il faut faire attention, quoi, parce qu'il y a des... Il y a toujours des relents. Il y a des relents. Beaucoup de relents. Il y a des relents. Alors, oui, je laisse Otto continuer à parler. Oui, non, mais en fait, pour aller plus loin, il y a une conférence qui va être faite qui questionne justement les managers d'aujourd'hui par rapport aux équipes détruites. Et se poser la question si on doit toujours maintenir, sous prétexte effectivement que la personne soit née noble, ses incompétences. Donc il y a ce travail qui montre bien que la question de la santé mentale, et pour les téléspectateurs de Canal 10, en fait on parle de santé émotionnelle, hein, c'est pas de maladie mentale, parce que souvent, lorsqu'on parle de ça, les gens me disent « Ah, vous allez parler des gens qui ont des problèmes ». Je fais « Non, la santé mentale c'est la santé émotionnelle ». Or, on le sent et on le voit, ce n'est pas le Covid qui est responsable de ça, mais c'est simplement les gens aujourd'hui cherchent du sens en entreprise. Et quelles que soient les organisations, les gens sont sûrs de l'écologie de la pensée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on ne voulait pas traiter ou ce qu'on ne voulait pas voir saute aux yeux et les gens se sont rendus compte que, habillé en département, on est quand même dans une colonie. Et que dans toutes les strates de la société, on retrouve ça. Même dans les associations, on retrouve le même comportement. Et j'aime à dire, on peut même faire une translation entre le schéma de l'habitation et le schéma de bon nombre de nos associations et de nos collectivités. Et le milieu entrepreneurial aussi, par extension. Oui. En fait, ce sont des atavismes, c'est-à-dire ce sont des relents non traités, puisque la question, tu l'as dit, on est dans un territoire où il y a un déni sur la question de l'esclavage. Déni par ceux qui l'ont instrumentalisé, mais déni par nous aussi. Puisque nos grands-parents, pendant longtemps, ont eu cette réflexion. Alors que l'esclavage, c'est il y a 175 ans, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc aujourd'hui encore, on le rencontre dans l'organisation de la société et aussi dans les représentations, c'est tout. Qui administre la sécurité, qui dit... Alors j'ai rigolé, et j'en termine par ça, de la petite onde qui est passée en France, c'est-à-dire la personne qui a envoyé un seau d'eau, ça fait quand même plus de 72 heures que les gens en parlent comme si c'était une catastrophe. Nous, on a une expérience. Donc, s'ils ont des problèmes avec leurs pompiers, on peut leur envoyer nos pompiers. Eux, ils sont spécialisés. J'ai juste un trait d'humour. Bien sûr, bien sûr. Donc... Ce que je voulais dire quand même, là, c'est que le déni, c'est vrai qu'on crache sur le déni, mais ça nous a servi quand même à nous protéger. Ça nous a protégés, oui. Ça nous a protégés. Dans quel sens Ça nous a protégés parce que ça nous fait souffrir. Je veux dire, la question de l'esclavage, la honte, les humiliations, enfin, je veux dire... L'habitation, c'était quand même un endroit où on fouettait comme ça tous les jours, où on risquait en permanence de se faire couper le jarret, où les enfants devaient se tenir correctement, ne pas regarder le maître dans les yeux, etc., bien entendu. Donc, je veux dire, c'était quand même un endroit de contrainte et de souffrance. Et puis... Est-ce que l'entreprise n'est pas la nouvelle plantation ? On était... C'est ça la grande question. Non, mais oui, pas à ce point-là, de toute façon. Mais on est en territoire colonisé, donc tout ne s'applique pas. Je parle de législation, tout ne s'applique pas forcément ici aux Antilles. C'est des gestions qui sont parfois particulières, très très particulières pour rester. C'est la question posée, et de savoir si les organisations hiérarchiques aujourd'hui sont biaisées. Oui, on a une approche phénotypée de notre société. Celui qui refuse de le voir, c'est celui qui est sourd. J'aime bien dire ça. Mais oui, puisqu'en fait, on ne peut pas enlever des marqueurs du jour au lendemain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons toujours ce hors-sol entre ce qui est demandé à l'extérieur et ce qu'on doit faire ici. Et on le voit simplement, que ce soit au niveau de la région ou que ce soit au niveau conseil départemental, ils ont un train de retard parce que ce qu'on leur demande d'appliquer, je prends simplement les dispositifs liés à l'amélioration de l'habitat, d'où les gens ont vu que nous, on avait des titres de propriété. Et ils sont surpris que les dispositifs ne fonctionnent pas. Or, c'est la règle numéro 1, puisque celui qui édite la règle pour sa société, que tu appliques dans la tienne, ou pas.
Je sais qu'effectivement, d'un point de vue architectural, aujourd'hui, suite à ce qui s'est passé en France, les règles de construction vont changer en France. Ce qui nous était imposé. Tu vois? Donc en fait, c'est peut-être ça le côté. Il faut que la chose soit vécue par l'autre pour que ça devienne une réalité, alors que c'est une réalité pragmatique chez nous. Et dans nos organisations, on le voit. Après 2009, il y a eu plusieurs thèses états-uniennes qui se sont intéressées à la gestion des ressources humaines chez nous, parce que nous, effectivement, nos salariés ont cette vieille manie de régler les inefficiences des cadres. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'attendre que le truc fasse tout le circuit du paraffeur, ils réparent. Et les chercheurs américains étaient surpris de savoir qu'en fait, non, tu ne dois pas le faire. Et les gens te disent, oui, mais s'il faut attendre effectivement que ça arrive, et le plus bel exemple, c'est le CHU de la Guadeloupe. Nombre d'infirmiers et d'infirmières amenaient effectivement des linges, des ceci, des cela, parce que nous étions en déficit. Et les gens étaient surpris de savoir que le CHU était en déficit et il ne pouvait pas payer ses fournisseurs. C'est cette question justement toujours du temps d'intervention et l'idée que Pascal a émise et qui pour moi est intéressante, puisque beaucoup d'autres structures s'intéressent aux difficultés du management aujourd'hui chez nous, sous nos latitudes, mais c'est simplement parce qu'en fait on est arrivé à la limite d'un système. Et les gens aujourd'hui ont besoin, lorsque je parlais d'écologie de la pensée, les gens ont besoin d'exprimer leurs émotions, d'exprimer leur rendu de ce qu'ils font et de la pertinence de ce qu'ils font. Et peut-être que si on ne le fait pas, on ira vers les maladies mentales cette fois-ci. Mais oui. Les décompensations, les tentatives de suicide, burn-out, tout ça. Les burn-out et tout ça, oui. Dès lors que la santé mentale est altérée, forcément, ça entraîne des maladies mentales et ça n'entraîne pas forcément la résilience. Souvent, les gens nous disent, effectivement, nous sommes un peuple résilient. Non, on a appris, et ce que disait le professeur est vrai, on a appris à différer le traitement de nos situations. Et ça, on est les seuls à le faire. Je te donne un exemple. Nos grands-mères ont toujours traumatisé leurs chats et leurs chiens lorsqu'ils avaient envie de se plaindre du comportement de leur mari. Le chat savait que le propos ne lui était pas adressé, mais en tout cas, pour elle, ça lui faisait du bien de dire au chat qu'à partir de dorénavant, tu ne vas pas manger à partir de dorénavant. Et le mari savait effectivement, le mari et conduit savait que ces propos-là lui étaient adressés. Donc, ce n'est pas qu'on soit résilient, mais c'est qu'on a mis en place des mécanismes. Et en entreprise, on le voit aussi. Lorsque les gens commencent à prendre des arrêts maladie, il faut vous poser la question de la qualité relationnelle. Donc c'est tout ça. Donc il y aurait plus une remise en question du point de vue des managers ou du point de vue des salariés? C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de poser des mots sur nos mots. Parce que nous sommes un peuple quand même qui aimons le feng shui. Et en plus, nous utilisons les règles managériales pour asseoir ce feng shui. J'aime bien le feng shui. Bon, tout le monde a compris. Donc, vous serez donc en séminaire. C'est dommage puisqu'on est en info, donc on ne peut pas faire plus longtemps. Je vous aurais gardé pendant 1 heure pour en débattre. Mais vous serez donc en séminaire ce samedi à partir de 9h au WTC à Jarry. Un séminaire sur l'esclavage, impact sur notre santé mentale et le management local. Donc, par santé mentale, il parlait justement donc d'émotions. Oui. Visiblement, on fait plus attention aux émotions. On nous a dit qu'on passait en économie sociale et solidaire parce que l'humain devait être replacé au centre. Je pense que ça va être un défi. On va voir si c'est concluant ou pas. En tout cas, la conférence se déroule demain. Il n'y aura pas que 2 intervenants. Il y aura qui d'autre? Alors, il y aura également l'artiste guadeloupéenne Sephora qui sera présente. Alors, c'est une artiste que j'ai eu l'occasion d'écouter d'abord, de rencontrer par la suite. Et elle nous parlera un peu de son expérience à travers sa musique également. Il y aura également une prestation musicale de sa part à travers des morceaux que tout le monde connaît, Ma Couleur. Donc voilà. Et en tant que formateur justement en premier secours en santé mentale, est-ce qu'on pourrait avoir quelques conseils justement pour rester plutôt stable, on va dire? Demain ou maintenant? Maintenant. Alors moi je dirais, si j'ai un conseil à donner, c'est déjà de prendre soin de soi, de se recentrer sur soi et d'être à l'écoute de ses intuitions, parce que finalement on sait toujours ce qui nous fait du bien ou pas, mais on ne s'écoute pas assez. Voilà. L'intuition. L'intuition. Très bien. Professeur. Oui, mais ça n'empêche pas aussi de s'intéresser aux autres. Hein. Oui. Donc ça veut dire aussi qu'on reste
ouvert à l'autre et que on reste en empathie et on a le souci de l'autre aussi. Empathie. Oui, l'empathie. C'est très lointain, c'est un concept très lointain, ça. Ah non, non, pas du tout, au contraire. L'empathie, c'est justement le rapprochement. C'est le rapprochement avec l'autre. C'est mieux comprendre, mieux entrer dans la compréhension de l'autre et des sentiments de l'autre et des émotions de l'autre. Être plus à l'écoute, les uns. Être plus à l'écoute, oui. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'être venus sur ce plateau ce soir. Un débat un petit peu trop court à mon humble avis, mais en tout cas, la suite, ce sera à partir de 9h demain au WTC à Jarry pour ce séminaire sur l'esclavage, impact sur notre santé mentale et le management local. Merci, messieurs. Merci. Merci. Et on enchaîne maintenant avec l'inauguration du Centre communal d'action sociale Charlize Boudout à Gourbert, un établissement éponyme pour une grande dame qui a beaucoup œuvré pour la ville, notamment après les Première et Seconde Guerres mondiales. Le reportage. Je suis pleine d'émotions et en même temps aussi comblée parce que le fait de rendre hommage à ma grand-mère, qui m'a élevée aussi en partie, et pour moi, vraiment, je dis que c'est un grand jour. J'ai toujours été très fière de ma grand-mère, mais je suis contente de la reconnaissance de la commune de Gourbert où elle a œuvré, où elle a été vraiment très présente. Elle s'est occupée d'enfants, de femmes enceintes, d'hommes. Elle avait sa consultation dans le bourg de Gourbert. Et pendant des années 60, 70, tout ça, elle a vraiment œuvré dans Gourbert. Donc, je suis très très fière d'elle. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour inaugurer ce bâtiment avec la famille, les proches, les amis, tous ceux qui ont contribué au développement du territoire, notamment en matière d'action sociale. Voilà. Donc c'est l'aboutissement, c'est une belle récompense pour madame, pour sa famille, mais c'est aussi pour nous une fierté parce qu'elle a été l'honneur de Gourbert dans les temps difficiles d'après-guerre, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, qui a travaillé plus de 50 ans à Gourbert, et qui est aussi la mère, la grand-mère d'amis qu'on s'est fréquentés sur les bancs de l'école et qui ont participé à la vie sociale associative de Gourbert. Donc c'est un aboutissement, un honneur pour moi en tant que maire de Gourbert de traduire par cet acte son engagement auprès des familles de Gourbert et qui a été infirmière, ensuite sage-femme. Donc elle a porté beaucoup d'enfants en vie et qui ont contribué au développement du territoire. Et nous lui rendons cet hommage avec beaucoup de fierté et je le dis avec beaucoup d'honneur. Un reportage de Gérard Loiseau. Et la ville des Abîmes prépare sa deuxième promenade urbaine dans le quartier du Rézé. L'objectif reste inchangé, déambuler sur le territoire et permettre aux participants d'apprécier, noter et commenter les différents aspects environnementaux et architecturaux. Regardez. Global, puisque la ville des Abîmes, elle initie sa charte architecturale et paysagère. Et donc le but, c'est d'avoir des retours d'habitants sur les infrastructures sportives, culturelles, artistiques. Il y a déjà eu une promenade dans le quartier de Grand Camp. C'était au mois de juillet. Et en fait, voilà, c'est le même principe. Le but, c'est vraiment de décliner les promenades dans 4 quartiers. Donc là, on est à la deuxième. Et pour avoir des retours différents. Pour moi, c'est une bonne solution et c'est hyper important de mettre les citoyens en action dans les améliorations et dans les choix stratégiques de la commune. Déjà, dans un premier temps, ça nous permet aussi de pouvoir analyser, identifier les différentes variations en termes de paysage, de pouvoir identifier le type d'architecture, que ce soit paysager, au niveau aussi des bâtiments, parce qu'il faut savoir qu'il y a des bâtiments qui ont été construits par des architectes, donc on le sait pas forcément, et qui sont abandonnés. Donc c'est important que les citoyens puissent vraiment prendre connaissance de tous les aspects du quartier dans ses généralités. Voilà. Le problème, mais c'est pas seulement à Rézé, c'est partout, c'est que quand quelqu'un s'en va, il n'y a pas de suite. C'est-à-dire que chaque personne qui arrive fait son projet. Et c'est un peu dommage parce qu'on oublie la base de cette ville qui a une trame viaire organisée, qui a des grands espaces verts, mais qui a des logements vieillissants, pas forcément adaptés à l'âge de la population qui vit aujourd'hui à Rézé. Ce qu'on voulait faire aussi, c'est donner des exemples d'initiatives citoyennes qui sont menées sur l'ensemble du territoire pour justement voilà, les faire connaître et montrer aux habitants qu'eux aussi, ils peuvent s'impliquer pour leur quartier. Donc
Donc en fait, on va remettre à chaque participant des cartes avec l'ensemble du parcours et on va les inviter à qualifier le parcours. Donc en fait, ils auront des petites vignettes et chaque vignette va correspondre par exemple à une émotion. Ça, c'est mon lieu préféré, ça, c'est mon lieu emblématique, ça, ben non, c'est un lieu dangereux, je me sens pas en sécurité. Donc en fait, ils vont apposer les petites vignettes sur la carte tout au long du parcours. La mairie des Abîmes est prête à entendre un certain nombre de choses et plus les gens vont se fédérer en quartier au niveau de leur îlot, de leur résidence ou autre, et plus que ce soit les bailleurs sociaux ou la mairie vont pouvoir faire des aménagements adaptés. Si les gens ne demandent rien, s'ils se contentent de dire ouais c'est pas bon, mais on vient pas aux réunions de quartier, on vient pas à la visite en marchand, on va pas aux réunions à la mairie, on va pas, ça restera toujours comme ça. Et on part maintenant pour le conseil municipal de la ville de Petit-Bourg, avec à l'ordre du jour un point très important qui est le vote des 172 000 € de subventions pour les associations sportives. Le reportage. C'est un conseil très important pour nous ce soir. C'est un conseil qui met en évidence la dynamique qu'il existe sur le territoire de Petit-Bourg, dans le monde associatif, le monde sportif, le monde culturel. Ce soir, il s'agissait particulièrement de voter les aides aux associations sportives et c'est un montant quand même total de 172 000 € au profit de ces grandes associations qui font la gloire, la renommée de Petit-Bourg, mais qui surtout agissent en termes de cohésion aussi au sein de notre population, au sein des quartiers. Donc c'est important pour nous de soutenir cette activité sportive, cette activité associative. C'était l'occasion aussi pour nous de travailler, de faire des propositions en ce qui concerne la base nautique de Petit-Bourg qui est en gestion. Et il a fallu pour nous mettre en place un règlement intérieur. Il a fallu pour nous aussi d'établir les différents tarifs pour les différentes pratiques, puisque cette base nautique est équipée de matériel. Nous recevons les collégiens, nous recevons les lycéens, nous recevons les plus petits et nous recevons aussi d'autres associations. C'est une base, c'est un équipement sportif à la disposition de tout public. Et voilà, donc c'est important que nous prenions ces décisions-là de sorte que nos animateurs en toute quiétude, travaillent avec les usagers de cette base nautique. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.